Bonjour à tous et bienvenue dans le Critique Ciné Solo ancienne version parce que je suis en train de réactualiser des choses. Donc en tout cas c'est le premier et je vais vous énumérer les films et puis un peu le style des films dont je vais parler pour que vous ayez un peu une idée de si ça peut vous plaire ou pas. Le premier film est Wild, il est classé dans le genre psychologique, aventure, drame. Le second film est Magic in the Moonlight, il est classé dans le genre fantastique, comédie. Le troisième film est Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare. Il est classé dans le genre fantastique, comédie, romance. Le quatrième film est Le Guerrier Pacifique. Il est classé dans le genre spirituel, film de bien-être. Le cinquième film est 1 plus 1. Il est classé dans le genre spirituel, drame, comédie, romance. Le sixième film est 90 minutes in Heaven. Il est classé dans le genre fantastique, inspiré d'une histoire vraie. Le septième film est Elle s'appelle Ruby. Il est classé dans le genre comédie, psychologique, fantastique. Le huitième film est The Nightmare. Il est classé dans le genre documentaire, tout simplement, documentaire film. Le neuvième film est Une belle fin. Il est classé dans le genre drame, psychologique, fantastique. Le dixième film est Dr Patch. Il est classé dans le genre comédie, biopic, euh, comédie biopic, tout simplement. Et puis je vais commencer la critique numéro 1 de ces critiques ciné solo. Le premier film est Wild. Et de quoi ça parle? Eh bien ça me parle de l'histoire vraie, j'avais oublié de le mentionner, c'est un biopic, donc c'est inspiré d'une histoire vraie, d'une jeune femme qui se nomme Cheryl, et qui, dans sa vie, c'est pas génial, quoi. En couple, ça va pas bien, elle est sur le point de se séparer, ou elle s'est séparée, enfin, elle est pas heureuse en amour. Professionnellement, elle n'est pas établie, elle n'a pas trouvé sa vocation, elle a des problèmes d'addiction, enfin, tout va mal pour elle. Et puis un jour, en regardant la télé, elle voit un documentaire sur un espèce de semi-marathon qui se fait. Et ça va être un déclic pour elle. Elle va se dire, pourquoi est-ce que je ne m'inscrirais pas? Pourquoi est-ce que je ne tenterais pas de le faire moi-même? Je pense que là, maintenant, j'en ai besoin. Ça fait un petit peu penser aux gens qui vont faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui savent généralement pourquoi ils partent. Ils ont des raisons de partir. Alors, ils ne l'évoqueront pas toujours, mais ça peut être un passé un peu dur, ça peut être une espèce de reconnexion à soi. Et puis en chemin, eh bien, ils vont faire comme ils peuvent. Certains vont arrêter au milieu parce que c'est quand même dur, parce qu'il peut y avoir des clocopées, parce qu'il peut y avoir la fatigue, parce que c'est compliqué. Ils savent pas quel va être le chemin, ils savent pas s'ils arriveront à Saint-Jacques, mais ils savent pourquoi ils ont quitté leur vie d'avant. Et bien là, c'est un petit peu pareil pour Cheryl, hein, j'allais dire Karen, qui sait pourquoi elle part, et puis après, le reste, elle verra en chemin. Donc elle va prendre un sac à dos, elle va prendre le matériel qui lui semble nécessaire, parce qu'il faut préciser que c'est pas du tout une sportive, c'est vraiment comme une révélation pour elle, mais elle n'a pas réfléchi aux conséquences. Hein. Donc elle va prendre une paire de baskets, comme on a un petit peu tous, une paire de baskets de sport classique, un sac à dos, elle va mettre un duvet, une casserole pour avoir de l'eau pour manger, et puis elle part comme ça sur les routes. Et donc elle va se retrouver seule, la plupart du temps, dans un long voyage solitaire qui pourrait être vu comme une errance. Et c'est pas un film qui n'est pas sans rappeler Into the Wild. D'ailleurs, il y a le film Wild dedans. Mais à mon sens, Into the Wild est différent parce que le personnage central, le héros du film, qui était aussi tiré d'une histoire vraie, était un étudiant brillant, était quelqu'un pour qui ça allait bien. Il aurait pu réussir dans ses études, il aurait pu réussir à avoir un beau métier, mais il avait ce besoin de liberté, il avait besoin de partir. Et c'était plus une volonté philosophique. C'était aussi pour s'inspirer des romans qu'il a pu lire. C'était une quête d'aventure, alors que Cheryl, elle veut fuir quelque chose. Et c'est ça, à mon sens, que j'ai aimé dans ce film. Moi qui ai déjà pensé à faire Saint-Jacques-de-Compostelle, hein. Mais je pense que c'est compliqué parce qu'en fait, au-delà de ce côté idyllique, de l'idée de marcher longtemps pour trouver sa voie, pour trouver quelque chose au bout du chemin, eh bien, il y a tous les à côté que ce film va mettre en avant finalement. On sait bien que le voyage, c'est pas toujours aussi simple, qu'il faut être préparé, qu'il faut... J'ai vu des films sur Saint-Jacques-de-Compostelle, et pour moi, ce qui serait le plus dur, ce serait le niveau social, ce serait de tous les jours m'arrêter dans un hôtel, ou tous les jours m'arrêter
dans un espèce de campement où ils font beaucoup de chambres d'hôtes, de parler avec les autres de ma vie, alors que moi, je serais plutôt quelqu'un de solitaire et j'aurais envie de faire le voyage tout seul. Et en même temps, on comprend que dans le voyage de Saint-Jacques-de-Compostelle, en général, les gens vont, au bout d'un certain temps, alors ils ne feront pas le voyage ensemble, mais ils vont avoir le besoin de communiquer. Ils vont devoir le faire. Dans ce présent film, en tout cas, c'est pas ça. Elle part vraiment toute seule, elle a besoin de faire le point, c'est aussi une forme de méditation, et pendant tout son chemin, eh bien, elle va réfléchir beaucoup sur elle-même, sur son passé, elle aura des flashbacks, elle passera par plein d'émotions. Et j'ai bien aimé ce film, qui est un peu trop méconnu à mon sens, et qui est quand même signé, et ça je le savais pas, par Jean-Marc Vallée. Donc un Canadien peut-être, je crois, en tout cas qui a fait d'autres réalisations plus connues. Donc voilà, c'était le film Wild, et voilà ce que je pouvais en dire. Je ne sais pas comment clôturer parce que je faisais pas comme ça dans le temps, donc voilà. C'était le film Wild. La bande-annonce sera évidemment en dessous. Le prochain film est Magic in the Moonlight. Et de quoi ça nous parle? Eh bien, ça nous parle d'un magicien qui emprunte un personnage chinois sur scène, enfin voilà. Il a un numéro de magie. C'est le plus célèbre magicien de son époque. Et c'est aussi un sceptique. C'est un petit peu un Gérard Majax, quelque part, de l'époque. Il est sceptique, il ne croit pas aux phénomènes paranormaux, il est capable de les reproduire, donc vous savez très bien que par rapport à ça, les magiciens ou les mentalistes disent que si on est capable de faire telle ou telle chose, c'est qu'a priori, il n'y a pas vraiment de capacité autre. Et un jour, il entend parler d'une jeune femme, d'une médium, qui serait absolument incroyable. Ça va le piquer au vif, on va un petit peu le surenchérir, dire qu'il faudrait que vous la rencontriez. Elle est vraiment extraordinaire, tout le monde en parle, à Londres, en Amérique, enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. C'est la médium du siècle. Et donc, secrètement, puisqu'en fait il est magicien sur scène et qu'il est déguisé en chinois, il va redevenir lui et il va rencontrer cette jeune femme pour essayer de débunker, pour essayer de faire comme l'a fait à l'époque Houdini, qui a été rencontré les médiums. Il va essayer de trouver les trucs de cette médium. Et donc c'est intéressant, Magic in the Moonlight, alors ça plaît pas à tout le monde. J'avais été le voir avec ma mère qui n'avait pas aimé parce que c'est un film qui parle de spiritualité, qui parle du coup de scepticisme, qui parle aussi de médiumnité. On nage un petit peu dans tous ces courants-là. Évidemment, c'est un film de Woody Allen. Je dis ça encore qu'il a fait des drames, il a fait des films plus durs, mais là on est plutôt sur le registre de la comédie. Un film à la fois comédie, qui parle de la magie, qui parle de la médiumnité quand même, qui montre pas mal de choses, qui parle du scepticisme. Donc c'est une belle réussite, Magic in the Moonlight, j'ai vraiment bien aimé. Et je ne saurais que trop vous le conseiller. Et la bande-annonce, encore une fois, sera en dessous. Je peux pas en dire beaucoup plus parce que finalement c'est un petit peu ça. Hein. Il entend parler d'elle, il va la rencontrer, il va assister à des séances de médiumnité, il va assister à des séances de spiritisme, il va essayer de déceler les choses, il va essayer de comprendre, il va essayer de le reproduire. Et puis, voilà, c'est un petit peu la trame du film. À noter que les acteurs, c'est pas n'importe qui. On a Colin Firth, je sais pas si on le dit comme ça, on a Emma Stone, avant qu'elle fasse La La Land. Si je me trompe pas, c'est elle qui est dans La La Land. Donc voilà quoi, les acteurs sont bons, c'est bien mené, c'est bien réalisé, c'est quand même Woody Allen derrière la caméra. Et puis c'est une description de ce genre qui, à mon sens, il n'a pas fait beaucoup. Je crois pas qu'il ait fait beaucoup de films traitant de la spiritualité, même de façon indirecte. Je sais pas quel est son point de vue. Si vous voulez donner le point de vue de quelqu'un de sceptique ou le point de vue de quelqu'un qui croit en ces choses, mais je pense pas qu'il ait fait beaucoup de films sur ce monde de la magie et du paranormal finalement. Un film fantastique, quelque part. Fantastique, comédie. Voilà. C'est Magic in the Moonlight. Le prochain film est Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare. Je déteste ce titre parce que j'aime beaucoup ce film, mais à chaque fois que je veux le retrouver, eh bien je l'ai oublié parce qu'il est beaucoup trop long. Et dès qu'on tape fin du monde, on tombe sur des films autres. Donc c'est Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare. Et de quoi ça parle? Eh bien ça parle d'une terre, la nôtre, en l'occurrence, à une période récente, enfin voilà, ça pourrait être nous.
Sauf qu'il y a un événement marquant qui va arriver, c'est que la Terre arrive à sa fin. On sait comment, ça va pas être ça va être de façon naturelle quelque part. Il y a un météorite qui va venir s'écraser. On sait quel jour, on sait à quelle heure, on sait quelle date, tout est prévu. Et chacun, en tant que tel, on va se dire qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en attendant cette date fatidique? Est-ce qu'on reste là à attendre péniblement? Ou bien est-ce qu'on va avoir nos rêves les plus fous? Et puisque c'est la fin, on peut se dire pourquoi pas, bah, j'ai envie de retrouver mon amour de jeunesse, hein. J'ai envie d'aller voir la famille qui habite à l'autre bout du monde. J'ai jamais eu l'argent pour le voyage, mais le voyage, je vais pas le payer. Je vais aller dans le train ou l'avion, plutôt l'avion, on va dire. Et quand même, me demandez si vous avez votre billet, bon, à la limite, ça passerait pas, parce que les mecs ne laisseront peut-être pas passer, mais vous payez et puis après vous remboursez pas, quoi, vous en foutez. Vous pouvez dépenser sans compter, parce que de toute façon, arrivé à cette date, on vous demandera pas de rembourser, puisque ce sera fini pour tout le monde. Alors ce film, pour moi, m'a posé une question existentielle, qui était réellement qu'est-ce que je ferais si la fin du monde arrivait? Je savais que c'est prévu, hein. On peut vraiment rien faire, il n'y a absolument rien à y faire. Comment j'anticiperais les choses? Avec qui je voudrais être? Est-ce que je voudrais être seul? Est-ce que je voudrais écouter de la musique? Est-ce que j'ai envie justement de retrouver un ancien amour? Je pense à quelqu'un en particulier qui était mon premier amour tout court. Évidemment, elle a dû beaucoup changer, mais ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, de la retrouver elle. Enfin, on peut tout imaginer. Et j'ai bien aimé ce film, qui oscille entre comédie, qui oscille aussi en le côté dramatique, parce que de toute façon, c'est pas caché, hein. Même si c'est montré de façon plutôt drôle, ils vont tous mourir. Euh, que ce soit de façon paisible ou pas, tu peux décider après tout pourquoi pas te suicider avant, parce que tu te dis moi j'ai pas envie de le vivre, j'ai pas envie de voir un astéroïde qui me tombe sur la gueule, donc je vais mettre fin à mes jours. Tu peux te dire, puisque t'as rien à craindre, je vais me mettre à boire, je vais me mettre à manger comme un porc, je vais manger jusqu'à devenir obèse, mais c'est pas grave, parce que de toute façon dans un mois c'est fini. On peut tout imaginer, et du coup dans ce contexte, eh bien on peut aussi imaginer les rencontres improbables, comme un homme d'un certain âge qui se sépare de sa femme, qui va rencontrer une jeune fille, qui a priori n'aurait rien de semblable et de commun, mais là, dans ce contexte de fin du monde, eh bien, ils peuvent se trouver des points communs. Il est évident que dans ce genre de contexte, on pourrait lier des liens avec des personnes avec qui on n'aurait jamais parlé avant. Et que quelqu'un qui n'est pas très beau pourrait se retrouver avec les plus belles filles du monde parce que à ce moment-là, il se dit de toute façon, même si je venais à coucher avec lui, après il n'y a plus rien, donc ça n'amène à rien, c'est pas très grave dans l'absolu. J'ai bien aimé ce film, j'aime bien les acteurs qu'il y a dedans, les rôles principaux, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Les acteurs donc c'est Steve Carell, qui est un espèce de loser flamboyant, je l'ai souvent vu dans des films de loser. Souvent il perd sa femme, souvent il est le mec qui est en train de pleurer quelque chose. Je l'ai rarement vu en héros, mais en même temps il n'a pas le physique de l'emploi, il est plutôt frêle, il n'a pas la gueule d'un super-héros. Peut-être qu'un jour on fera un super-héros, mais ce sera quand même compliqué. Dans le rôle féminin, on a Keira Gladney, que je ne connais pas, mais que je trouve elle aussi très intéressante. Enfin voilà. C'est un bon film, c'est plein d'espoir. Et enfin oui, c'est plein d'espoir en quelque sorte. C'est émouvant, c'est à la fois drôle. La force du film, elle est là, c'est qu'ils arrivent à nous faire rire ou sourire d'une situation qui n'est que dramatique. J'avais vu un autre film un peu sur la même thématique, qui parlait de la fin du monde, mais là on avait choisi de parler de la fin du monde pessimiste, mélancolique, alors que finalement on peut l'imaginer comme une comédie, et que c'est vrai qu'après tout, on peut plutôt que de pleurer en permanence, certainement que certains prendront ce choix, on peut se dire stop, j'arrête de voir les thérapeutes, et moi je vais faire la fête. Je vais boire du champagne tous les jours, parce que de toute façon je vais le payer, et peut-être même qu'à la caisse on me dira oh, allez-y de toute façon, hein. Dans quelques temps le magasin sera fermé, il sera même pas fermé, il sera détruit, donc servez-vous. Enfin, voilà, on peut tout se permettre, hein. On peut s'acheter les plus belles voitures pour ceux qui en rêvent, on peut s'acheter un jacuzzi, on peut tout, tous les rêves deviennent permis presque, parce que de toute façon il n'y a rien qui ira à terme. Les gens les plus riches ne sont pas protégés, ils pourraient même aller dans un bunker, le bunker ne suffirait pas, c'est vraiment un astéroïde c'est prévu qu'il détruise toute la planète, il est gigantesque, donc leur argent ne les sauvera pas, alors vous pouvez vous aussi devenir riche l'espace de quelques instants. Je sais pas dans le film si... Ah mais d'accord, c'est précisé. Ils ont 3 semaines de délai, c'est-à-dire qu'ils l'apprennent, ils ont encore 3 semaines derrière eux. Ça fait quand même peu de temps,
Et donc, vous, qu'est-ce que vous feriez si vous saviez que la fin du monde arrivait? Avec qui vous voudriez être? Qu'est-ce que vous auriez comme projet? Euh, à mon sens, ce film amène à réfléchir à ça, et c'est vraiment une belle surprise. Bien que je vois que la note presse était de 2,9, je comprends pas. Mais ça, c'est un film, c'est ça en fait. Quand ça touche le réseau émotionnel, quand on se retrouve dedans, eh bien, on voit les choses différemment. Je l'ai peut-être vu au moment où il fallait, j'ai peut-être vu à un moment où je saturais du cinéma, et que ce film est complètement différent, qu'il traite de plein de sujets à la fois, et du coup, le cinéma c'est très subjectif. Donc peut-être que lui, ce jour-là, épousait quelque chose que j'aimais en lui, et que je pourrais pas expliquer nécessairement, et qu'on voit qui est retraduit par les notes presse, 2,9, et note spectateur 3,1. C'est pas énorme, mais c'est pas grave. On n'a pas essayé d'expliciter un coup de cœur. C'est comme ça, c'est un coup de cœur en plus, ça peut être comme un amour, c'est un moment donné. En amour, vous pensez, souvent les gens disent et l'amour, on sait pas ce que c'est. Si, on sait ce que c'est. C'est pas romantique comme on pourrait l'imaginer. C'est lié à la psychologie des personnes. C'est-à-dire qu'ils vont lire en vous ce qu'ils ont besoin de trouver sur le moment, ce qui veut dire que quelques années plus tard, vous ne seriez plus la personne qui correspond. C'est une histoire de molécules, c'est une histoire d'endorphines. Tout ça, c'est très chimique et ça n'a rien de magique. Le coup de foudre, c'est très chimique, c'est très et aussi lié à la psychologie. C'est-à-dire que si vous venez d'avoir quelqu'un qui était assez dur avec vous, eh bien peut-être que vous aurez besoin de tendresse et à ce moment-là, ou que cette personne va ressembler à votre père et que du coup vous aurez envie de vous rapprocher d'elle. Tout ça, c'est de la chimie. Désolé de rompre la magie de l'amour, mais il n'y a pas vraiment de magie en amour. Il y a des histoires un peu improbables, mais finalement tout ça n'est que chimique. Renseignez-vous du pourquoi les couples se choisissent pour faire des enfants, vous verrez que tout ça est très chimique et qu'on est plus proche des fleurs. J'ai travaillé enfin, j'ai eu un diplôme d'ouvrier paysagiste, même si je ne me considère pas l'être. Et un jour, notre prof nous a dit, est-ce que vous voyez les fleurs? Les fleurs comme elles sont belles, comme elles sont les roses avec des petits points blancs, tout ça. Vous pensez que c'est juste pour faire beau? Non, c'est pour être pollinisé. C'est pour être reproduite par un petit insecte, une abeille en l'occurrence, qui va venir lui faire l'amour. C'est pas... Donc c'est une loi chimique, elle n'est pas juste belle pour être belle. Elle aurait aucun intérêt à être belle. Et avouez, les femmes et les hommes, que si on cherche à être sexy ou belle, c'est pour plaire à l'autre. Vous avez beau dire c'est pour plaire à moi, c'est faux. C'est-à-dire que c'est écrit dans vos gènes. Vous ne pouvez pas aller contre vos gènes. C'est comme ça et vous ne pouvez pas faire autrement. Donc voilà, c'était pour expliquer un peu, pour détailler un peu les choses. Le film, c'est jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare. Le titre est vraiment trop long, c'est pénible. Et la bande-annonce sera en dessous. Ce sera beaucoup plus simple. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus et touc, vous arriverez sur la bande-annonce. Le prochain film est Le Guerrier Pacifique, ou The Peaceful Warrior en américain. C'est tiré d'un roman à succès, d'un roman classé dans le rayon New Age spirituel, j'imagine. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Dan Millman. C'est un athlète talentueux, riche, un espèce de Tom Cruise, un beau gosse, mais très prétentieux. Il a du succès avec les femmes, il a du succès en sport, c'est le meilleur, bien qu'il le montre un petit peu trop. Il est brillant, il le sait, et c'est quelqu'un de prétentieux avec un ego très important. Et il a une compétition qui arrive, qui est de taille. Il doit remporter la médaille olympique. Donc évidemment, il s'y prépare. Il est certes talentueux, mais il est aussi très travailleur. Il va travailler beaucoup pour obtenir cette médaille. Et puis finalement, en forçant son organisme, il va se blesser. Et en se blessant, évidemment, il va mettre de côté ce projet d'aller conquérir la médaille. Il va devoir complètement reconsidérer un petit peu tous ses acquis, tout ce qu'il pensait possible. Il va devoir entrevoir la vie autrement. Et c'est à ce moment-là que dans sa vie, il va rentrer un homme énigmatique, pour le moins, qui se nomme Socrate. Alors, j'ai pas lu le roman, je sais pas pourquoi il s'appelle Socrate. Est-ce que c'est vraiment une référence au philosophe? Ou est-ce que lui avait choisi, ou même est-ce qu'il lui a donné un nom un peu au hasard? Parce que cet homme est, à mon sens, n'ayant pas lu le livre, il y a une dimension spirituelle. Il est capable, par exemple, à un moment, d'être là, et puis 10 secondes après, presque, il est en haut, à l'étage. Donc évidemment, Danny lui demande comment il a fait, et Socrate va lui dire que c'est pas le moment. Un peu comme dans Karate Kid, il va lui dire, il faut que tu prennes du temps, il faut que tu changes, j'aime pas ce que je vois de toi, t'es prétentieux, t'es plein d'ego, en même temps je comprends d'autres choses, mais il faudra que tu m'en parles un jour.
Euh, et Danny, qui jamais n'avait écouté personne, qui n'avait toujours écouté que lui, qui a fait beaucoup de mal autour de lui, va solliciter l'aide de Socrate. Il va dire écoute, même si je te déteste de prime abord, même si j'ai pas aimé la façon dont tu m'as traité, tu me surprends, tu me déstabilises, et donc j'aimerais que tu m'aides à, à réussir à conquérir cette médaille. Or, Socrate veut dire c'est pas important la médaille. C'est pas. Encore une fois, tu monopolises mal ton attention, c'est pas sur ça que tu dois. C'est pas ça vers ce. Tu dois aller, quoi. Tu dois pas aller vers ça, c'est pas ça le plus important. On a tellement d'autres choses à faire, tellement d'autres choses à se dire. Et j'ai bien aimé ce film qui, je crois, encore une fois, j'en ai déjà parlé, m'était recommandé par Alice Cara à l'époque sur son blog. Elle parlait de cinéma et du coup, comme elle est médium, elle était médium, et que maintenant elle est coach spirituel, quand elle parlait de films, c'était des films qui étaient un peu sur cette thématique. Et donc c'est comme ça que j'ai voulu ce film, et j'ai bien aimé. Même si c'est un mélange de genres, hein, tu sais pas, c'est du fantastique, c'est du film philosophique. Il y a plein de pensées philosophiques dans ce film, qui peut-être sont dans d'autres livres très connus, hein, qu'on connaît pas, et ça a été un espèce de condensé du truc. En tout cas, il y a plein de choses qui font réfléchir, il y a plein de sur le temps présent, sur le moment présent. Il y a une scène comme ça très forte, hein, où Socrate va expliquer le temps présent à Dany, de façon très courte, très brève. Il va dire, tu vois, je viens de te montrer ce qu'était le moment présent, t'étais pas à ce que tu faisais, et là, en quelques secondes, ça y est, tu es devenu dans le moment présent. Évidemment, encore une fois, c'est un peu pour se moquer de Dany, il va beaucoup jouer de la dérision avec Dany, parce que c'est peut-être le meilleur moyen de communiquer avec lui. Et en tout cas, ça fait de ce film une adaptation plutôt réussie, je trouve, de ce roman que je n'ai pas lu, donc je ne peux pas en parler. À savoir que c'est un film qui est sorti directement en DVD, mais ça m'étonne pas. C'est un public un peu de niche, un public particulier, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, inévitablement, il se retrouve un peu confiné dans un autre secteur. Voilà ce que je pouvais dire de ce film. La bande-annonce sera en dessous. Inutile de chercher à épiloguer sur le sujet. La bande-annonce sera en dessous. Et le film, c'est Le guerrier pacifique ou Peaceful Warrior. Le prochain film est 1 plus 1. Donc c'est un film de Claude Lelouch. J'avais envie de dire c'est le film de Claude Lelouch, mais depuis il en a sorti d'autres, et d'ailleurs des très mauvais. Un pas mal et d'autres très mauvais. Qui va nous raconter l'histoire de deux personnages. D'Antoine, qui est un mec brillant, léger, qui a du charme, du succès, enfin voilà, tout lui réussit. Ça correspond bien au personnage de Jean Dujardin, qu'on imagine un peu comme ça, un séducteur, même naturel, quoi, ça émane de lui. Et d'une jeune femme, qui se nomme Anna, qui elle est plus dans la spiritualité, qui est plus dans la nuance, qui est plus dans à se poser des questions, à mon sens, cruciales sur la vie, la mort, pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des destinées, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses plus importantes que nous qui nous dépassent, enfin voilà, elle est très mystique par rapport à lui. Ils vont se rencontrer à un repas avec le mari de cette jeune femme, et puis assez vite on sent qu'ils vont sympathiser parce que je sais pas si pour le rôle c'est volontaire ou pas, mais le mari et le rôle est tenu par Christophe Lambert. Il a l'air relativement malade, relativement effacé. Alors peut-être que réellement Christophe Lambert est malade, ça je ne le sais pas. Mais en tout cas, on comprend qu'entre eux deux, ça doit plus vraiment coller. Que ça peut plus être le grand amour, que c'est compliqué. Et d'ailleurs, il y a aussi ça qui rentre en compte, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfant. Et du coup, pour des raisons différentes, elle va décider de partir en Inde pour faire un voyage, j'ai pas envie de dire trop d'éléments, pour faire un voyage initiatique pour aller à la rencontre de cet enfant qui ne veut pas venir. Et Antoine, quant à lui, va devoir aller en Inde pour une autre raison. Et évidemment, je ne sais plus pour quelle raison ils vont faire chemin ensemble, mais ils vont se retrouver ensemble et ils vont apprendre à se connaître. Ils vont apprendre à rire l'un de l'autre, enfin surtout Antoine qui va se moquer beaucoup d'Anna, surtout quand il lui parle de la légèreté de l'être, quand il lui parle de l'esprit, quand il lui parle de la possibilité qu'il y ait des personnes qui communiquent avec nous et qui nous guident. Enfin tout ça, ça le fait fortement marrer. Mais en même temps, il est interpellé par cette jeune femme. Et puis son voyage initiatique porte aussi à se poser des questions. Malgré sa gouaille, malgré son côté rieur et moqueur, il se pose des questions sur lui-même. Et donc j'ai bien aimé 1 plus 1. C'est un film spirituel, mais finalement Claude Lelouch a souvent fait des films qui traitent indirectement de la spiritualité. Si on met de côté les quelques très mauvais films qu'il a fait ces derniers temps,
Je les ai pas tous vus, hein, mais il y en a certains que j'ai vus, je me suis dit non, là, c'est plus intéressant. Souvent, quand même, il a traité de la spiritualité, et je le vois très bien un jour se livrer vraiment, dire qu'il a consulté des médiums, qu'il va régulièrement voir des voyantes, on sent que ce mec, il a une espèce de destinée autre que la sienne, un peu plus métaphysique, et qui s'intéresse vraiment à ces sujets-là. Donc c'est bien mis en avant, l'Inde est bien filmée, je pense que c'est en Inde, je pense qu'on ne peut pas se tromper, c'est vraiment tourné en Inde. On y verra la démesure de l'Inde, puisque moi j'ai toujours pensé que l'Inde c'est l'encens, c'est un peu symbolique, mais l'Inde c'est l'encens, c'est le karma, c'est la réincarnation, c'est la grande spiritualité, oui, il y a cet aspect-là. Mais j'ai une amie, une espèce de baba cool néo-hippie, courageuse parce qu'elle entreprend des voyages toute seule, qui a été en Inde et qui m'a dit être brutalisée, enfin qui a été choquée par la brutalité du mode de vie en Inde. Par exemple, il y a des chiens errants un peu partout, des chats errants, et puis de nombreuses personnes à la rue. Comme en France, il y a déjà beaucoup de monde à la rue sur Paris. Mais là, c'est un quotidien, les gens n'y font même plus attention. C'est vraiment une ville, un pays très misérable, très miséreux, très... Et finalement, l'image qu'on en a, nous, occidentaux, qui est vrai aussi, il y a des temples et autres, elle est très secondaire par rapport à ce qui se passe en Inde. La spiritualité existe, mais de toute façon, on sait, ils sont capables de se baigner dans une eau sacrée, ou en même temps, ils enterrent leurs cadavres, ou en tout cas, ils brûlent leurs cadavres, ils les mettent après sur l'espèce de barque sur l'eau. Donc on a ce truc complètement fou, où ils se baignent dans une eau sacrée qui est complètement polluée. Au-delà même de ça, ils font leur lessive dedans, enfin, ils respectent pas vraiment le lieu, et en même temps, ils s'y baignent avec beaucoup de respect. Donc il y a ce mélange des genres, quelque part, comme le Japon. Quand on dit que le Japon, c'est une tradition ancestrale, belle, propre, digne, il y a cet aspect-là au Japon, mais il y a aussi le côté complètement déjanté, peut-être parce que c'est trop dans un carcan, trop disciplinaire, et que la jeunesse japonaise est complètement folle. Faut le dire, il y a des émissions japonaises complètement barrées, qui me choquent, moi, j'en ai vu certaines, je me dis, mais je comprends même pas leur humour, ça va super loin dans le hardcore. En France, on n'a jamais osé aller aussi loin. Donc encore une fois, c'est un pays où il y a des paradoxes comme ça, et où il y a vraiment deux façons de voir les choses, hein. Effectivement, il y a le Japon ancestral, la préparation des sushis, les tenues d'apparat, les petites pagodes, on a tout ça, effectivement. Mais il y a aussi le nouveau Japon qui est beaucoup plus rythmé, qui est beaucoup plus dynamique. Je pense que c'est aussi une question de région. Ça dépend de là où on est. Si on est dans un petit village retiré, on pourra retrouver cette spiritualité. Et puis dans les grandes villes, eh bien, ils sont un petit peu adaptés à nous, mais en plus déjanté à mon sens. Donc je trouve que l'Inde est bien filmée à ce niveau-là. Et comme je disais, pour avoir eu le retour de quelqu'un qui a été vraiment, ça explique bien ce contraste qu'il peut y avoir entre les deux. Et donc un plus une, c'est un film qui m'a plu. Parce que je m'intéresse à la spiritualité, parce que j'ai bien aimé le rôle d'Anna, parce que je rêverais de rencontrer une jeune femme comme Anna, je l'imagine. Euh, Parce que Jean Dujardin, comme d'habitude, est excellent dans ce rôle-là, en tout cas, de meneur d'homme, quelque part, hein, de mec qui récit, qui se pose pas de questions. Lui, en amour, il aime parce que c'est naturel, il va pas essayer de réfléchir à la question métaphysique, de la date de naissance, de l'astrologie. Il s'en fout, lui, il aime, et puis c'est comme ça. Et puis d'ailleurs, il aime peut-être sur le moment, mais il est capable d'aimer plusieurs femmes à la fois. Enfin, il va pas penser à l'âme sœur, à la flamme jumelle. Tout ça, ça fait un peu marrer. Et donc, bah, j'ai trouvé que c'était un beau film de Claude Lelouch que je vous conseille. Et la bande-annonce sera en dessous. Maintenant, je vais dire ça à chaque fois parce que je sais pas comment clôturer, donc la bande-annonce sera en dessous. Le prochain film est 90 minutes in Heaven. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de l'histoire d'une famille classique, sans problème, jusqu'au jour où le père de la famille a un accident terrible. On pense qu'il est mort. Sur place, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit il est mort, il est mort. Et puis finalement, 90 minutes après ce qui est censé être son décès, il revient à la vie et il va être profondément changé et traumatisé parce qu'il dit avoir vu le paradis. Et finalement, dans ce film, de souvenirs, ça va être assez accessoire pour lui comme pour nous, parce que ce qui va ressortir, c'est surtout une très grande colère. Il est en colère parce qu'il se retrouve dans un lit, il est alité, il est allongé, il ne sait pas s'il pourra remarcher, il ne sait pas s'il va pouvoir reparler comme avant, il ne sait pas s'il pourra reprendre
ce qu'il faisait avant, ce qu'il animait. Or, ce qu'il animait, c'était l'amour de Dieu, puisqu'il était pasteur. En Amérique, on peut être à la fois marié et être à la fois prêtre, et donc c'est ce qu'on appelle des pasteurs. Il va pas comprendre pourquoi son Dieu lui réserve ce sort-là. Il va avoir tendance à se victimiser en disant pourquoi tu me fais ça à moi, pourquoi moi qui étais l'un des plus fidèles bergers, qui ai mené les autres vers toi, moi qui t'ai toujours fait confiance, moi qui ai consacré ma famille à ta gloire, je comprends pas pourquoi tu me fais ça, et je t'en veux beaucoup, et puis les autres qui prient pour moi, ça n'arrange rien, et puis le fait d'avoir peut-être entrevu l'au-delà, mais finalement, à quoi ça sert? Quel est le but? Je ne comprends pas la raison, et finalement, il va passer beaucoup plus par une phase de colère que par une phase de rédemption. Mais peut-être que c'est le message qu'il devait en retenir, et qu'il avait à travailler sur lui. On dit que très souvent, dans le monde spirituel, on dit que très souvent, quand on a des épreuves comme ça, c'est pour mieux apprendre, c'est pour mieux tirer des leçons de ce qui nous arrive. Et que c'est pas sans raison que ça nous arrive. Donc en soi, le film n'est pas extraordinaire, mais avec cet aspect-là, le fait que ce soit inspiré d'une histoire vraie ou tiré d'une histoire vraie, le fait que ce soit un pasteur, ça rend quand même le tout intéressant. Et puis, il n'y a pas tant de films que ça qui parlent de NDE, de MI, de façon sérieuse. C'est-à-dire que c'est pas un film fantastique, c'est plus un biopic. Je vais dire fiction, non, même pas fiction, parce que c'est tiré d'une histoire vraie. C'est un biopic, c'est pas un film fantastique. C'est pas un film qui parle d'une NDE, où après la personne voit des entités partout. Non, là, ça raconte une histoire au plus près du roman qui a été tiré dans un premier temps, qui a priori a été un best-seller en Amérique. Donc c'est simplement relater cette histoire qui a été mise en termes de cinéma, c'est devenu un film qui n'est pas extraordinaire, mais qui au moins parle du sujet, et qui permet pour des gens, par exemple, comme moi, qui n'arrivent plus vraiment à lire, qui n'arrivent plus à se concentrer, parce que la lecture, ça demande beaucoup, et bien d'apprendre de cette histoire, de recevoir ce témoignage, et voilà. La bande-annonce sera en dessous, et le film, c'est 90 minutes in heaven, qu'on peut traduire par 90 minutes au paradis. Le prochain film est Elle s'appelle Ruby. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Calvin, qui est un jeune romancier, très jeune romancier, je dirais qu'il a une vingtaine d'années, 20-25 ans, qui a du mal à trouver l'inspiration pour son second livre, ou pour son prochain livre, je ne sais pas si c'est le second. En tout cas, il a du mal à trouver l'inspiration. Et donc, son psychiatre va lui dire « Pourquoi est-ce que vous ne parlerez pas des choses simples qui vous animent? Pourquoi, par exemple, vous n'écririez pas sur la femme de vos rêves, qui n'est pas dans votre vie, mais vous allez l'imaginer, vous allez... écrivez-lui une lettre en quelque sorte, et peut-être que ça vous donnera l'inspiration. À quoi vous voulez qu'elle ressemble? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle aime? Comment vous l'imaginez? Écrivez sur elle, peut-être que ça vous libérera de quelque chose. » Et en fait, Calvin va poser sa plume, il va commencer à écrire. Effectivement, il va se sentir inspiré parce que c'est simple de penser à la femme dont on rêve, de dire voilà, j'aimerais que peut-être on peut mettre des critères non physiques, dire qu'elle soit blonde ou brune, je m'en moque, mais ce que je veux, c'est qu'elle soit attentionnée, ce que je veux, c'est qu'elle n'aime que moi, ce qui peut sembler un peu utopiste et égoïste, mais on est sur le papier, on est dans la libre expression de la pensée. Je veux qu'elle aime les films que j'aime, je veux qu'elle aime la musique que je composerai, je veux qu'elle aime, comme il est romancier, les romans que je veux écrire, je veux qu'elle sourie au moment où j'ai souri moi-même, je veux qu'on se comprenne, elle est en fait mon âme sœur, on se connaît depuis toujours. Et la magie étant de ce film, c'est que lorsqu'il va se réveiller un jour plus tard et qu'il aura écrit ces quelques mots sur du papier, il va descendre en bas, je crois qu'il y a un escalier, il descend, et puis il rencontre une jeune femme qui a priori s'appelle Ruby, et qui est bien la jeune fille qu'il a décrite dans cette lettre. Et là on bascule immédiatement dans le fantastique, puisqu'il a donné vie à son personnage, un peu comme dans le Frankenstein de Mary Shelley. Et effectivement, ce film qui pourrait être... c'est cocasse comme situation, il va se pincer, il va dire c'est pas possible, je deviens fou, il va appeler son frère, qui va vérifier, qui va lui dire, parce que c'est pas quelqu'un qui est habitué à être avec des femmes, donc il va lui dire est-ce qu'elle est présente? Il va dire, bah, oui. Enfin voilà, il va certifier que oui, elle est bien présente, que oui, c'est une jolie femme, que oui, elle est intelligente, que oui, elle est charmante. Il va pas comprendre, il va dire c'est pas possible. Puis après, il va réaliser que c'est lié à ce qu'il a écrit. C'est-à-dire c'est celle que j'ai décrite, donc c'est elle. Et comme on est dans un registre fantastique, déjà de base, il va comprendre aussi
à des moments que finalement, eh bien, il est capable de diriger son personnage. Ce n'est qu'un personnage qu'il a créé, elle est réelle, il va avoir des rapports avec elle, ils vont s'aimer, ils vont faire l'amour, certes, donc il peut la toucher, mais en même temps, c'est sa créature, et lorsqu'il va y avoir des différends entre eux, eh bien, il va être capable de réécrire leur histoire. Il va être capable de dire à ce moment-là, elle était méchante, elle était très vilaine, et elle a voulu le tromper avec son meilleur ami. Et de ce jour-là, Calvin lui en a voulu beaucoup. Et s'il écrit ces quelques lignes, eh bien, dans la réalité des choses, euh, Ruby va se tourner vers son meilleur ami et elle va vouloir le tromper. Et c'est ainsi qu'on se rend compte, je parlais de Frankenstein, qui ne va pas vraiment maîtriser toujours sa créature. Et on peut parler d'une créature. Et du coup, on rentre presque en empathie avec cette jeune femme qui ne décide pas ses choix. Calvin en fait ce qu'il veut. Et elle n'a pas de libre arbitre en fait. Elle n'est pas. À un moment, elle va se poser la question, est-ce que j'existe réellement? Elle va comprendre que tout ça n'a pas de sens et que peut-être elle est le rêve de quelqu'un, le rêve ou le cauchemar. Parce que ce qui peut sembler être un rêve comme ça de prime abord peut vite se transformer en cauchemar. Quelqu'un qui ferait tout ce que vous voulez tout le temps, il n'a pas de libre arbitre, c'est inintéressant. Ça me rappelle quelqu'un qui me disait, j'ai une relation avec une fille et on s'est quitté parce qu'en fait, elle n'avait pas de personnalité et qu'elle faisait tout ce que j'aimais. Dans tous les domaines, hein, vous pouvez tout imaginer. C'est-à-dire qu'elle aimait les films que j'aimais, elle aimait la musique que j'aimais, elle aimait aller dans le restaurant que j'aimais, elle aimait les amis que j'aimais. Et finalement, je me suis dit à un moment que cette fille, elle n'avait pas de personnalité. Et pour cette raison, il l'a quittée. En effet, on peut peut-être imaginer que ça manque de piment, là, t'as quelqu'un comme ça qui aimerait tout ce qu'on fait, ça manque de magie, quoi. Il y a plus d'improvisation, il n'y a plus de place à l'improvisation, tout est tellement écrit, et c'est le cas de le dire. Si Calvin n'écrit pas dans son carnet, tout s'arrête. S'il ne met pas, et le lendemain elle se réveilla, elle était de bonne humeur, Ruby va s'arrêter de vivre parce que c'est sa créature et qui lui donne la force. Donc j'ai bien aimé ce film avec ce côté très masochiste, hein, finalement. Euh, il va pas lui donner des coups sans raison. Il l'aime profondément, mais en même temps, c'est un couple, donc il y a des déchirures. Et comme il est capable, lui, d'interagir sur son futur, eh bien, dans ces cas-là, on se venge chacun à sa façon. Il y en a un qui va claquer la porte, qui va partir très loin, l'autre, il va faire une grosse crise, il va crier. Lui, il a simplement écrire sur le papier, et il réécrit quelque chose du scénario, et il peut ainsi se venger. Donc j'ai bien aimé cette idée, j'ai bien aimé le film. J'ai trouvé que c'était original, c'est fantastique, c'est une comédie romantique en même temps. Je trouve une bonne idée de base. Et puis moi qui aime l'écriture, il est clair que c'est évident que ça inspire, quoi. C'est le fait que j'écrive moi-même qui fait que je me suis retrouvé dans ce personnage. J'ai trouvé ça intéressant. Donc le film, Elle s'appelle Ruby, et la bande-annonce sera en dessous, tout simplement. Le prochain film est The Nightmare. C'est un film documentaire, puisqu'il y aura de nombreux témoignages dedans, interviews. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de la paralysie du sommeil. Donc, si vous voulez savoir ce qu'est la paralysie du sommeil réellement, vous tapez paralysie du sommeil, explication scientifique, et je pense que vous aurez l'explication qui, à mon sens, est la plus rassurante et la plus plausible. Et sinon, vous regardez le film Nightmare qui vous parlera de l'aspect le plus sombre de la paralysie du sommeil, qui est ce moment où, alors que la science nous dit qu'on est en espèce de sommeil entre les deux, en fait, une phase où le cerveau ne comprend pas tout, finalement, depuis la nuit des temps, on est attaqué par des créatures, par des entités, souvent un peu les mêmes visages. On retrouve sur une vieille peinture cette espèce de démon avec un rictus effrayant qui est allongé sur une personne. Très souvent, les gens qui souffrent de paralysie du sommeil vont dire qu'ils sentent comme un poids sur leur poitrine, comme s'il y avait quelqu'un qui était posé sur eux, et que d'ailleurs, quand ils vont ouvrir les yeux, ils vont voir une créature immonde. Ou bien alors qu'ils vont voir la porte qui va s'entrouvrir, et ils vont voir une espèce d'entité démoniaque. Les gens qui ont vécu des paralysies du sommeil sont profondément traumatisés, parce que c'est profondément traumatisant. Et je sais de quoi je parle, parce que j'en ai vécu moi-même. J'en ai vécu différentes, à différents moments. Et les premières que j'ai vécues, parce qu'en fait, ça a été en intensité, c'est monté crescendo de rêve en rêve, c'est-à-dire pas la même nuit, mais le même rêve est revenu plusieurs nuits de suite. Par exemple, pour vous situer le truc, je vais en parler au présent, comme si, vous savez, quand on est en thérapie, on parle au présent.
Je suis en train de dormir, je suis dans ma chambre, et puis j'entends du bruit à côté du lit. Et ça fait par exemple ça. Je tends un peu l'oreille, ça me réveille un petit peu, je continue à dormir, et puis je entends un bruit, et cette fois je suis sûr que c'est vraiment un bruit, et ça ressemble à un bruit de pas. Il fait nuit dans la chambre, je veux voir ce qui se passe, et par réflexe, j'appuie sur mon interrupteur. Mais l'interrupteur n'est plus là. À l'endroit où je suis habitué, il n'y a plus de lumière. Je suis donc dans le noir, livré avec cette chose, cette créature. Et puis soudainement, ma chaîne se met en route. Le volume est plutôt faible. Mais c'est inexplicable. Ma chaîne n'a aucune raison de se mettre en route en pleine nuit. Et le volume va monter. Il va baisser. Il va remonter de nouveau. Je peux revenir au temps présent. Ça, c'était le rêve que j'avais fait la première fois. Et j'ai cru, pendant très longtemps, que réellement, il y avait une entité, une présence démoniaque qui était chez moi. J'ai revécu ce rêve avec différentes variantes, jusqu'à monter crescendo, et c'est un psy, justement, je parlais de psy, qui m'a aidé à trouver la solution. Et je pense même pas que lui avait la réponse, mais ça a fonctionné. Peut-être qu'il savait, peut-être qu'il connaissait les paralysies du sommeil. Je lui ai expliqué que, effectivement, je pouvais pas les autres paralysies du sommeil que j'ai fait, je pouvais pas me lever. J'étais cloué dans mon lit, j'essayais de me lever, mon torse, pouf, était comme repoussé. En fait, non, on va pas dire qu'il était comme repoussé, il était repoussé. La créature me repoussait. Donc je pouvais pas me lever, je pouvais même pas partir en courant. J'étais immobilisé et je la voyais. Je voyais un truc qui passait. Et mon psy de l'époque m'a dit, pourquoi est-ce que vous ne demanderiez pas à cette créature qui elle est? Voilà, demandez-lui qui elle est. Je pense qu'il était plutôt sur l'optique que j'étais en train de rêver, même si je n'en étais pas conscient. Et donc, j'ai demandé une nuit, qui es-tu? Et là, cette espèce de créature s'est transformée en quelque chose que je connaissais. J'avais fait des photos artistiques un peu dark. Et on avait fait une photo qui s'appelait le démon fleur. C'était donc un visage démoniaque avec un masque, et puis des fleurs dessus. C'était à la fois poétique et effrayant. Et j'ai vu cette créature qui est apparue à côté de moi. Et elle m'a tendu la main. Sa main, c'est devenu comme des espèces de fourmis. C'est-à-dire que son bras, son semblant de bras, c'était des fourmis. Et il m'a communiqué quelque chose. Bon, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, j'ai compris donc, puisque c'était moi, c'était les photos que j'avais, que c'était bien moi qui créais cette chose. Ça m'arrive encore par la suite. Je pense que je maîtrise mieux maintenant, je comprends mieux ce que c'est. Pour les gens qui ne prennent pas de traitement, il peut y avoir des causes physiologiques assez connues, liées au cerveau qui ne comprend pas s'il est réveillé ou s'il dort. Mais en fait, comme moi je prends un traitement pour dormir, je pense que par moment, quand j'en ai eu d'autres qui sont revenus et j'arrivais pas à me lever et qu'il y avait un truc qui m'écrasait, que j'avais l'impression qu'il y avait une créature, c'est simplement que j'étais encore dans le traitement et j'étais trop KO. Mais mon cerveau ne le comprenait pas. Donc j'essayais de me réveiller, j'étais dans cette phase de sommeil, en plus le cachet agissait, et je ne pouvais pas me réveiller pleinement, je ne pouvais pas me lever, parce que j'avais qu'une envie, c'était de me débattre et de donner des coups, potentiellement à cette créature, qui me faisait si peur. Ça fait très longtemps que j'en ai pas eu, mais voilà en tout cas à mon sens ce que sont les paralysies du sommeil. Maintenant, dans ce documentaire, on montre quand même quelques cas, c'est-à-dire que pendant tout un moment on peut se dire bon ça je peux débunker, ça c'est explicable, la science l'explique très bien, et puis on arrive quand même sur le moment des viols. Les viols sont expliqués, c'est-à-dire que les gens croient dans leur paralysie du sommeil être violés, ce qui est horrible, par un démon. En fait, les psychiatres, les gens qui ont étudié ces phénomènes, expliquent que pour eux, désolé, je vais être un peu trivial, mais c'est simplement la personne qui a une réaction à ce moment-là, ou la jeune femme qui a une émotion, ça se dit ça, qui mouille, qui est excitée. Elle s'en rend pas compte, c'est pas volontaire, mais son corps, lui, l'interprète comme ça. Et du coup, il conclut ça par un viol. Dans son esprit, la créature est là, et finalement, la personne est violée. Mais sur la fin, il y a des témoignages où tu te dis, ça colle pas, enfin, pas complètement, parce que quelque part, c'est des témoignages, c'est quelqu'un qui va faire appel à quelqu'un qui est dans le paranormal, et qui va mettre un micro, il va capter quelque chose. Ouais, mais en même temps, ça m'étonne pas tellement. Ça m'étonne pas que si vous emmenez un espèce de Jerry dans la chambre de quelqu'un qui fait une paralysie du sommeil, il va vous donner un beau EVP,
vous entendrez l'esprit qui vient vous visiter la nuit. Donc en ça, pour moi, c'est pas une preuve. J'ai vu d'autres documentaires intéressants, c'est même peut-être dans celui-là, où on filme quelqu'un qui est atteint de paralysie du sommeil. C'est, à mon sens, le meilleur moyen. Parce que ces gens vous disent « je ne dormais pas ». Je ne dormais pas, et en fait, quand ils sont filmés, ils vont se rendre compte que c'est plus proche du somnambulisme et qu'ils dorment. Et c'est même assez problématique parce qu'il y a certaines personnes qui souffrent de paralysie du sommeil et aussi d'une forme de somnambulisme qui peuvent devenir violents. Donc il y avait une femme qui était obligée de se barricader dans sa chambre parce que son mari, la nuit, sans le vouloir, se levait et il voulait la frapper. Et donc ça a été filmé par les caméras. Il a mieux compris, quand il a vu ça, il a eu vachement peur. Je sais pas si c'est dans ce film ou pas, ou c'est un autre documentaire que j'avais vu, mais il a compris qu'il n'y avait rien de surnaturel, que c'était des rêves agités qu'il avait. En tout cas, The Nightmare, ça reste quand même quelque chose d'intéressant, ça reste quelque chose de flippant, et honnêtement, il vaut mieux vraiment penser à la théorie scientifique. Et il y a des trucs qui ont été donnés, alors après, moi j'en ai pas refait depuis, je sais pas si ça fonctionne, et puis, c'est comme les rêves lucides, il faut penser à le faire pendant que vous vivez le truc, mais a priori, si vous êtes victime d'une paralysie du sommeil, il faut que vous pensiez qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez interagir. Ce sont vos mains et vos doigts de pied. Si vous arrivez à bouger vos mains et vos doigts de pied, vous allez réaliser que vous êtes en train de rêver. A priori, vous reprendrez conscience que vous êtes en train de rêver. Et sachez, et là c'est sûr, qu'il y a des personnes qui veulent faire des rêves lucides. Des rêves lucides, c'est des rêves où en fait on va prendre le contrôle de ces rêves. Et ça, c'est prouvé scientifiquement, ça existe. C'est-à-dire que vous rêvez et vous vous dites, voilà, mon rêve, je voudrais que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Vous écrivez en quelque sorte votre rêve. Par exemple, je veux être avec Kim Basinger cette nuit, et bien vous allez arriver de Kim Basinger, si vous maîtrisez bien cette technique. Il y a des gens qui n'y arrivent pas, et qui pourront arriver à cet état de rêve lucide, vont passer par la paralysie du sommeil. Ils ont compris que c'était la porte d'entrée. Parce qu'une fois qu'ils ont réalisé que c'était un cauchemar, que c'était fou, que c'était faux, ils peuvent très bien réagir, dire « tu me fais pas peur, tu me fais rire, je sais que tu es faux, hop, t'as disparu. Par contre, maintenant, je vais vers une île déserte, et là, je suis en train de voler, et je suis au-dessus de la mer. » Donc, il y a beaucoup de rêveurs lucides qui vont prendre la porte d'entrée de la paralysie du sommeil pour faire un rêve lucide. Et vous verrez, si vous tapez rêve lucide, que les gens qui en parlent vont dire que c'est aussi une des techniques qui est utilisée, parce que ces gens-là ont vraiment appris à ne pas avoir peur de leur rêve et de leur paralysie du sommeil, et qu'ils l'utilisent comme une porte d'entrée. Alors que beaucoup d'autres continuent à fantasmer sur quelque chose d'horrible, de terrifiant. Et j'en ai parlé avec des sceptiques, j'en ai parlé beaucoup, même des sceptiques, des zététiciens, donc des sceptiques du pur et dur, disaient j'étais victime, moi aussi, paralysie du sommeil, et c'est vrai que c'est super angoissant. Et c'est vrai qu'on voit des entités, et c'est vrai qu'on voit des phénomènes, et c'est vrai qu'on voit des démons, et c'est vrai que c'est totalement flippant, mais en même temps, je préfère quand même me rassurer par le biais de ce que la science peut apporter et la médecine, qui a bien travaillé sur le sujet, c'est pas juste pour vous rassurer, c'est qu'ils ont étudié le phénomène, plutôt que de penser à une croyance paranormale. Mais après, chacun fait comme il le veut. En tout cas, sachez que ce documentaire film aura plutôt tendance à alimenter votre peur du paranormal. Il a plutôt choisi l'angle de vous faire peur que de vous rassurer. Sachez que c'est important d'avoir les deux, que vous pouvez aussi vous rassurer en vous renseignant sur les rêves lucides, la paralysie du sommeil, la science, la médecine, ce qu'elle en dit. Ça pourra toujours vous être utile, et moi, dans mon cas, qui pensais que c'était vrai, que c'était... voilà, eh bien, j'ai compris que c'était complètement lié à ma psyché, puisque c'était moi que je voyais dans mes rêves. Je rêvais, en fait. Je croyais que je ne rêvais pas. C'est le problème. Et puis, c'est plus sournois que ça. Vous pouvez rêver. Je peux même pas l'expliquer. Vous pouvez rêver que vous rêvez. Dans votre rêve, vous vous réveillez. Mais en fait, vous dormez encore. Et vous pouvez réveiller, que vous réveillez, que vous vous réveillez. Ça peut être comme ça pendant 4 ou 5 cycles. Vous croyez que vous vous réveillez. Et en fait, vous êtes toujours dans cette semi-état où vous dormez encore. C'est pas vraiment le sommeil, mais vous êtes quand même pas conscient complètement. Donc quand vous pensez être debout, si potentiellement vous pouvez l'être, il y a de fortes chances que vous soyez encore allongé, ou simplement dans votre lit assis, les yeux fermés, en train de faire une sorte de rêve quand même. C'est quand même apparenté au rêve. Donc la bande-annonce sera en dessous, et le film c'est The Nightmare. Le prochain film est Une belle fin. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de John May, qui est un homme simple, qui est un homme humble, qui est un homme introverti, qui est un homme mélancolique, qui vit tout seul
dans un grand dénouement. On a l'impression qu'il n'y a jamais eu de présence féminine dans sa vie. On a l'impression qu'il n'y a jamais eu de choses heureuses. Il a un métier, le métier sans doute le plus mélancolique de la Terre, je ne sais même pas si ce métier existe réellement. C'est-à-dire qu'il est payé pour écrire des oraisons funèbres pour des personnes décédées qu'il n'a pas connues. Des gens qui sont sa famille, des gens qui n'avaient pas de proches, on ne sait pas qui sont leur famille. Et du coup, lui, leur écrit des oraisons funèbres. Et évidemment, son but ultime, c'est d'essayer de retrouver la famille de ces personnes pour qu'au moins une fois, il y ait quelqu'un d'autre que lui à l'enterrement. Parce que du coup, il écrit l'oraison funèbre, et puis il va à l'enterrement. Mais son plus grand rêve, quelque part, serait qu'il arrive à regrouper au moins 10 personnes autour d'une tombe pour que le mort puisse être accompagné dignement par sa famille aimante. Malheureusement pour John, un jour son patron le convie dans son bureau et lui dit que tout est fini, qu'il n'a plus besoin de ses services, qu'il faut qu'il voit autrement, peut-être qu'ils vont informatiser. En tout cas, il n'a plus besoin de lui, et que donc le dossier qu'il a, ce sera le dernier dossier. Et John va se dire qu'il doit absolument résoudre ce dossier. Que pour sa fin, que pour conclure de façon plus positive, il doit absolument trouver des gens qui ont connu Billy Stock, qui était son voisin. Je ne sais pas s'il l'a connu vraiment, je n'ai pas le souvenir. Il faut absolument qu'il retrouve de la famille. Il a forcément des amis. Il a forcément quelque part quelqu'un qui le connaît. Et donc il va aller enquêter, encore un peu plus que davantage. Encore un peu plus parce qu'il sait que c'est sa dernière mission, que c'est son dernier combat quelque part. Et qu'après ça, il pourra enfin clôturer, se dire qu'il aura fait son deuil. Pour le coup, c'est à lui de faire son deuil. Il pourra se dire j'ai été au bout du truc, j'ai apporté ce que je pouvais faire de mieux, et au moins une fois, j'ai réussi à faire qu'une famille se retrouve autour d'une tombe pour célébrer la mort. Et c'est un très beau film, Plus belle fin, même s'il est lent, même si c'est monocorde, c'est pas très gai, bien qu'il y a quand même cet humour anglais, c'est un film britannique-italien, et on sent cet esprit anglais. Le cinéma anglais est un peu particulier, on sent cet humour décalé. Alors humour, vous n'allez pas vous être mort de rire, mais on sent ce côté un peu surréaliste. Et en même temps, c'est un très beau film que je vous conseille de voir jusqu'à la fin parce qu'on peut, moi j'ai vu au cinéma, on peut se dire qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est un peu lent, c'est pas très gai, c'est monocorde, j'avais envie de me changer les idées, oui, mais c'était un beau film, euh, avec un message optimiste, enfin voilà, je peux pas trop dire, mais c'est vraiment un beau film, et c'est aussi une belle fin. Le prochain film est Dr Patch, et de quoi ça parle? Eh bien ça parle d'une histoire vraie, assez incroyable, puisqu'elle raconte l'histoire de Hunter Adams, qui suite à un burn-out, qui suite à une grande mélancolie, va faire une tentative de suicide. Il va se retrouver dans l'hôpital, hospitalisé, et puis il va aller progressivement un peu mieux. Et indirectement, inconsciemment, il va se rendre compte qu'il a envie de rire, il va se rendre compte que de faire rire les patients, que raconter une blague, même une blague pas très subtile, eh bien ça redonne le sourire, et que par l'humour, il obtient beaucoup plus de choses que ce que vont donner les infirmiers de façon classique. Il reconnaît le travail qu'ils font, mais il pense qu'il y a autre chose à apporter. Et quand vraiment il va aller mieux et qu'il va sortir de l'hôpital, il va se dire je veux en faire mon métier. Je veux pas être un infirmier comme tout le monde, je veux pas être un médecin comme tout le monde. Il faut que je passe par là parce que c'est le background obligatoire, on est obligé de faire les études. Donc il va commencer ses études de médecine. Là-bas, il va s'attirer la sympathie de certains collègues qui vont aimer beaucoup son humour, qui vont apprécier, qui vont déjà voir son caractère décalé. Évidemment, il se fera aussi quelques ennemis qui vont pas comprendre cette espèce de révolution qu'il amène ou qu'il tente d'amener. Et puis progressivement, il va réussir à amener avec lui toute une foule de personnes qui croient en son projet, et il va créer la première structure consacrée qui pourrait être une espèce d'école du rire ou un hôpital du rire, c'est-à-dire où il y a de soins hospitaliers, mais où aussi il va s'intéresser à ces personnes qui sont blessées, donc plutôt des blessures psychiques, et où par le rire, par l'attention, par la tendresse, par la bienveillance, eh bien, il va redonner un peu d'espoir à toutes ces personnes, et il va leur donner la force de se reconstruire. Et comme d'habitude, Dr Patch est un grand film, avec un excellent Robin Williams, qui nous manque déjà tellement. Et c'est amusant ou paradoxal de penser que dans ce film,
il lance sa carrière à partir d'une tentative de suicide et que quelques années plus tard, il décidera de sortir par lui-même en mettant fin à ses jours. C'est un acteur qui m'a toujours touché, j'ai jamais eu de culte pour les acteurs ou les artistes, et même de son vivant, mais j'ai toujours apprécié, j'étais pas du genre à mettre un poster dans ma chambre, ou une photo, je l'aimais beaucoup dans mon cœur, pour les films qu'il a proposés, pour son humanité, pour ce qui jaillissait de lui. Et lorsqu'il est mort, j'ai eu le besoin absolu de faire un geste. J'étais sur internet, j'ai pris une photo de lui, je l'ai imprimée, je l'ai découpée malhabilement parce que je tremble beaucoup. J'ai écrit quelques mots derrière, demandant à Dieu, s'il existe, de l'accueillir, de pardonner, de comprendre le bien qu'il avait fait à tous les enfants de la Terre, de comprendre la bienveillance qu'il avait amenée dans ses films, les messages positifs, d'accepter simplement de le prendre sous son aile. Et puis j'ai allumé une petite bougie. Je ne sais pas si ça l'a aidé, mais en tout cas, j'avais le besoin de le faire, et ça m'est jamais arrivé pour même un acteur français. J'aimais beaucoup Patrick Devers, mais c'était pas un moment où je m'intéressais à la spiritualité. J'étais encore assez jeune, j'aurais pas eu nécessairement ce réflexe, mais en tout cas pour Robin Williams, j'ai eu envie de le faire. Et pour revenir à ce film, c'est un très beau film. C'est une histoire vraie. C'est sans doute certainement ce qui a amené plus tard, hein, j'imagine, par le biais des écoles qu'il a pu créer, ce qu'on retrouve dans les hôpitaux, les clowns qui viennent distraire les enfants malades, parce qu'on a bien compris que l'humour leur faisait du bien. Alors ça guérit pas, hein. On peut pas dire que c'est un humour thérapeutique, mais ça fait partie des thérapies quand même, des thérapies de médecine douce absolue. Il est prouvé que de rire fait vraiment beaucoup de bien à l'organisme. On pourrait même, je pense, qu'il y a des études qui montreraient qu'on gagne des années de vie lorsqu'on rit beaucoup. Et c'est vrai que ça fait du bien de rire. Enfin, je vais pas vous apprendre ça fait du bien de rire. Il est important de lancer sa machine à rire. Je connais des personnes, j'ignore si c'est vrai parce qu'il paraît qu'on a on a comme ça des micro-expressions, quelles qu'on soit, même dans une tribu en Amazonie ou autre, et donc le rire fait partie de ces choses, pour l'être humain. Mais je connais quelqu'un qui dit qu'il n'est pas capable de rire ou de sourire. Qu'est-ce que ce serait triste? J'aime la mélancolie, j'aime les films mélancoliques, j'aime la musique triste, mais mon Dieu, ce que la vie serait triste, c'est le cas de le dire, sans humour. On a besoin de rire, et quand on rit, on se sent mieux. Et je vous parle même pas du fou rire, alors là, c'est quelque chose que j'ai pas atteint depuis très longtemps. Ça m'est arrivé un petit peu lorsque j'ai parlé dans mon ancienne version de Mariage chez les Boudins, je me suis rappelé de quelques scènes, et je suis parti d'une espèce de fou rire. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Le fou rire, il y a quelque chose de fou, mais en même temps, c'est tellement libérateur. Donc voilà, le film, c'est Dr Patch. Je vous le conseille vivement. Si vous aimez Robin Williams, si vous aimez les films qui sont beaux, tout simplement, avec un beau message porteur d'espoir, et la bande-annonce sera en dessous.